Saruman qui nous lâche son meilleur album de métal, Vin Diesel qui nous chante du Rihanna ou encore Tupac qui joue dans Star Wars, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle des collaborations folles entre la musique et le cinéma. Personnellement, je suis très fan des deux genres et ce que j'aime le plus, c'est quand il y a un univers qui se crée entre les deux. Par exemple, voir Jim Carrey danser devant 50 Cent qui rappe son titre iconique In Da Club, ça ne peut que me faire plaisir. Et si vous aussi ça vous amuse, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de collaborations insolites. Et commençons tout de suite par la fois où George Lucas a proposé à Tupac de venir lire un scénario pour peut-être un jour jouer un rôle dans les nouveaux opus de la saga Star Wars. Oui, Tupac aurait pu avoir un rôle dans la prélogie Star Wars, ce n'est absolument pas une vanne. Alors on vous l'accorde, pour l'instant on a du mal à s'imaginer comment il aurait pu intégrer les Star Wars, mais on va pas se mentir, voir le rappeur avec un costume de Jedi ou de Sith, ça aurait pu être méga frais. D'ailleurs, on connaît un autre rappeur qui aurait aimé avoir un rôle dans les Star Wars, qui aime les Sith par-dessus tout, je parle bien de Lou Vresval, dont toute sa DA est inspirée de la saga. Enfin bref, vous devez vraiment vous demander quel rôle George Lucas aurait pu proposer à Tupac pour la prélogie. Pour le savoir, il faut revenir sur les déclarations de Rick Clifford, l'ex-dirigeant du label Death Row Records, l'un des plus gros labels de rap américains. Pour vous donner une petite idée, ils ont engrangé une année plus de 150 millions de dollars et c'est pas surprenant quand on sait qu'ils avaient Tupac ou encore Dr. Dre et Snoop Dogg. Ainsi donc, dans une interview, Rick Clifford expliquait l'entretien entre George Lucas et Tupac. Selon ce que lui avait dit le rappeur, c'était le réalisateur de la trilogie Star Wars qui l'avait appelé pour venir lire un scénario. George Lucas voulait le rencontrer, qu'ils jouent ensemble une scène pour pouvoir potentiellement lui donner le rôle de Mace Windu dans la prélogie Star Wars. Bon ok, c'est un personnage qui est aimé par certains, détesté par d'autres, personnellement je trouve qu'il est sous-coté, mais on parle quand même d'un rôle important de la licence. Quand je faisais mes recherches, je pensais que Tupac aurait un rôle du style un Stormtrooper ou un Jedi qui lâche une phrase, mais non, c'est Mace Windu. On parle quand même d'un Jedi qui va tout faire pour sauver Anakin avec Obi-Wan et qui va nous offrir un duel magnifique avec Palpatine. Alors maintenant, refaites-vous toutes les scènes, enlevez la tête de Samuel L. Jackson et mettez celle de Tupac à la place. On est d'accord, c'est quand même dingue. Alors oui, au final, Tupac n'aura pas le rôle et c'est Samuel L. Jackson qui va camper le rôle. Try those on. I'm like, oh, I'm a Jedi? Right. And they were like, yeah. So I tried on my Jedi costume, like, oh my God, this is crazy. I go down, and then this guy comes over, you know, it's time to shoot, and I got my robes on, and he opens the halberd and says, okay, choose your lightsaber handle. And it's like, oh my God! So I was gone at that point. That one. Hanging on my belt. I'm a Jedi. Et c'est assez logique que ce rôle revienne à un acteur de renom, d'ailleurs Samuel L. Jackson l'a superbement bien interprété, plutôt qu'à un artiste musical. I want to move further away from the music and go start waning myself into the acting more. Après, encore une fois, l'anecdote elle va pas beaucoup plus loin, donc on sait pas pourquoi Tupac n'a pas eu ce rôle et Rick Clifford ne le mentionne pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'heureusement qu'il n'a pas été choisi pour ce rôle parce que Tupac, il va décéder en 1996, soit un an avant le tournage du premier opus, La Menace Fantôme. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourrait revenir sur l'histoire de la mort de Tupac et toutes les anecdotes qu'il y a autour de ce rappeur parce que c'est passionnant, donc dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Bon, vous savez quoi? J'ai une meilleure anecdote. Et pour ça, je vais vous parler d'un acteur de Star Wars aussi, mais qui n'a pas fait que ça bien évidemment, et qui a sorti quelques années plus tard, vers la fin de sa vie, un album de métal. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous connaissez l'acteur, il s'agit de Christopher Lee. Non, ce n'est pas une blague, l'acteur qui a joué Saruman, le comte Dooku, le comte Dracula, s'est laissé tenter à la fin de sa vie à une reconversion professionnelle, il est devenu chanteur de métal. Et le plus drôle, c'est pas forcément cette reconversion, mais plutôt l'album lui-même. Car avant de tout vous expliquer, je dois quand même vous donner le titre de l'album, Charlemagne by the Sword and the Cross, soit Charlemagne par l'épée et la croix.
Et dedans, pour interpréter ses chansons, il va jouer le rôle du fantôme de Charlemagne. In borderland raids, they came in their hordes, ransacking villages, taking the spoils. Ok, ça y est, je vous ai donné l'info, vous en faites ce que vous voulez, maintenant je vais pouvoir vous parler du contexte. Il faut savoir que Christopher Lee était un génie, il savait tout faire et rien ne lui échappait, pas même les nazis. Car oui, avant de devenir l'acteur que vous connaissez tous dans Le Seigneur des Anneaux, Christopher Lee servait pendant la Seconde Guerre mondiale la Royal Air Force. Il était pilote de chasse mais a été contraint d'abandonner à cause de problèmes de vue et selon les rumeurs, il a rejoint les services secrets pour traquer les nazis. I was in World War II for 5 years. The war was terrible. All wars are terrible. I've seen things done in wartime which I try to forget. But I do remember seeing doctors shooting people who were not going to live. En gros, Christopher Lee, il était polyglotte, c'est-à-dire qu'il parlait plusieurs langues dont l'allemand et il pouvait décoder les messages cryptés. Et puis, mon arrière-grand-mère, on l'a appelé le rossignol. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la carrière de Christopher Lee a été dingue. Il a une longévité que peu d'acteurs connaissent, avec plus de 250 films à son actif. Alors au final, est-ce que ce n'est pas banal que Christopher Lee soit à l'origine d'un album de métal? Parce que, après tout ce que je viens de vous dire, moi ça me choque même plus. Et c'est encore moins choquant quand on sait qu'il a été proche de certains groupes comme Rhapsody of Fire et Manowar. De temps à autre, il prêtait sa voix de baryton ou il jouait quelques notes avec eux. Et puis un jour, il s'est dit que lui aussi, il devait faire de la musique. I've actually recorded an album which is almost all of it operas called Rogues, Devils and Villains. Then I did one called Revelation. This is my quest to follow that star. And then I did this album. Il va donc créer son label Charlemagne Production Ltd pour y produire ses projets. Car oui, au total, il va sortir 2 projets, By the Sword and the Cross et The Omen of Death. En vérité, ce ne sont pas de vrais albums, mais plutôt des albums concept. Et là, quand il fait ce projet, Christopher Lee, il a pas 40, 50, voire même 60 ans. Non, on est en 2010 et il a 87 ans. Bon, je vous dis tout de suite, je ne sais pas si j'ai le droit de mettre beaucoup d'extraits de ces projets, mais si ce n'est pas le cas, mettez pause, allez voir un peu ce qu'il fait et revenez parce que ça vaut le coup. Will it bother you if you get bad reviews? I won't get bad reviews. Mais alors une question que vous devez vous poser, pourquoi avoir appelé son label Charlemagne Production Ltd et de l'avoir mis aussi comme nom de projet pour ses albums? Et surtout pourquoi lui-même il incarne Charlemagne? Parce qu'il est littéralement le descendant de Charlemagne. C'est assez dingue, mais lors d'une interview pour le journal Metal Discovery, il expliquait qu'en retraçant son arbre généalogique, il s'était rendu compte qu'il était l'un des descendants de Charlemagne. The first one is called Charlemagne. It was in fact my ancestor. And we can prove it. Ouais, je pense que ça va être tout sur Christopher Lee, mais je vous l'avais dit, vous allez apprendre des choses complètement folles. Et puisqu'on parle quand même d'un grand nom du cinéma, j'ai envie de vous en donner un autre, c'est Clint Eastwood. Savez-vous qu'il y aurait pu avoir une collaboration entre lui et une grande artiste de musique? Car oui, Clint Eastwood aurait pu réaliser un film dans lequel aurait joué Beyoncé. Vous connaissez A Star is Born, et si je vous disais qu'à la place de Lady Gaga, on aurait pu avoir Beyoncé sous les instructions du réalisateur Clint Eastwood? Eh bien oui, ça aurait pu être le cas, mais malheureusement, on n'aura pas le droit à cette fameuse collaboration, et à la place, on aura celle de Lady Gaga et de Bradley Cooper, qui sera aussi réalisateur. Et en vrai, ce film est un chef-d'œuvre avec ces deux acteurs. Hey. What? I just want to take another look at you. Alors bien sûr, on est sur un remake d'une version qui date de 1937 et réadaptée 3 fois au cinéma. Mais le remake de 2018 est vraiment très bon et personnellement ça fait partie de mes coups de cœur du genre.
Et pourtant, avant de faire ce remake, Bradley Cooper avait refusé de tourner ce film. C'est simple, il se sentait beaucoup trop jeune à l'époque. Faut dire que quand on lui propose le film, on est en 2011 et il n'a que 36 ans. Et à cette époque, pour Bradley Cooper, on est à l'apogée de sa carrière avec de nombreux gros films à succès tournés comme la saga Very Bad Trip, Happiness Therapy ou encore American Bluff. Alan, what did you do? Wasn't it obvious? I spiked them with muscle relaxers. And plus my ADHD medication. What? You drugged us again? Et comme il refuse de tourner ce film, les producteurs vont se tourner vers un petit réalisateur comme ça qui paye pas de mine, Clint Eastwood. And the Oscar goes to Clint Eastwood for Unforgiven. À cette époque, il n'aura encore jamais réalisé de comédie musicale, donc c'est un gros pari. Si par la suite il va réaliser le film musical Jersey Boy, à l'époque, on ne sait pas encore trop ce que ça peut donner. Alors pour être sûr que le film soit un carton, il faut aussi faire venir une grosse star et ça va être Beyoncé. Et pour ceux qui ne suivent pas trop la carrière de Beyoncé ou bien ceux qui ne s'en souviennent pas, en 2011 la star américaine c'est des titres comme Love on Top ou encore le célèbre Run the World Girls. Donc clairement, il n'y avait pas plus grande star qu'elle. Mais en 2011, lors d'un show de folie au MTV Video Music Award, la jeune femme va annoncer une nouvelle qui va changer son destin et celui de Clint Eastwood. En effet, alors qu'elle chante justement le titre Love on Top de son nouvel album, la jeune femme finit sa prestation en déboutonnant son blouson, révélant son ventre. Et oui, Beyoncé est enceinte de Jay-Z, elle va donc se retirer du casting du film Star is Born et va par la même occasion précipiter le départ de Clint Eastwood. De son côté, le réal et acteur américain s'en va pour d'autres projets et laisse tomber le film. Et c'est comme ça que des années plus tard, les producteurs vont reproposer une nouvelle fois à Bradley Cooper de réaliser ce film, ce qu'il va accepter, et heureusement parce qu'encore une fois, c'est une œuvre excellente. Bon, et vous savez quoi? En 2011, quand Beyoncé cartonne, elle n'est pas la seule sur la scène internationale. La seconde queen des États-Unis à ce moment-là, c'est sans aucun doute Rihanna. Mais est-ce que vous saviez que la pauvre chanteuse a vu un de ses titres phares se faire réinterpréter honteusement par Vin Diesel? Et oui, ne vous faites pas avoir par l'apparence ultra musclée et trompeuse de Vin Diesel, car lui aussi il adore la musique et surtout Rihanna. Car pour beaucoup de monde, et c'est le cas pour moi aussi, Vin Diesel c'est des films sous testostérone avec les 10 Fast and Furious en tant que Toretto, des films comme Triple X ou encore Riddick. Clairement, si tu croises Vin Diesel dans un karaoké, tu ne t'embrouilles pas avec lui. Sauf qu'en réalité, si tu croisais vraiment Vin Diesel dans un karaoké, tu tomberais sur ça. Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Oh. Non, tu ne rêves pas, c'est bien l'acteur des Fast and Furious que tu écoutes en train de chanter Stay de Rihanna. Et on va pas se mentir, il la chante pas super bien quoi. Et voir Dominic Toretto pousser la chantonnette et monter dans les aigus comme il le fait, personnellement ça me fait mourir de rire. Le mec est vraiment extrêmement impliqué. Et ça en devient presque mignon. Alors je vous avoue qu'au début j'ai cru que c'était une blague de Vin Diesel qui a beaucoup d'autodérision dans la vraie vie. Bon, je connais pas personnellement, hein. Je dis qu'il a beaucoup d'autodérision dans la vraie vie, mais c'est ce que je vois. Sauf qu'en épluchant les articles, je suis tombé sur l'un de ses témoignages en interview où il expliquait être fan de Rihanna. Après sa performance aux Grammy Awards 2013, il a voulu lui rendre hommage en réinterprétant cette chanson et regrette que ça n'ait pas été pris au sérieux. Alors, on parle de ça quand même, hein.
Vous ne m'enlèverez pas de la tête que c'était une vanne depuis le début et qu'il a continué à l'entretenir au fur et à mesure du temps, et franchement c'est grandiose. Et bon, si Vin Diesel ne sait pas vraiment bien chanter, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres acteurs qui sont très doués dans cet art. Notamment un célèbre Robert Downey Jr. qui a montré qu'il était un sacré virtuose. Robert Downey Jr. est un excellent acteur, mais c'est surtout un excellent chanteur. Et en vrai, qu'est-ce qui peut faire plus Tony Stark que de venir chanter sur scène avec classe et élégance en compagnie de Sting? Non mais regardez cette séquence, on parle d'un mec qui à cette époque est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, il est à l'apogée de sa carrière grâce au Marvel Cinematic Universe MCU et il chante avec sérénité et perfection sur scène. Franchement, je vous le dis, la vie donne parfois plus de privilèges à certaines personnes qu'à d'autres. Mais alors, comment Robert Downey Jr. se retrouve-t-il à chanter avec Sting, l'ancien membre du groupe The Police et l'une des figures majeures de la musique? En fait, les deux se sont déjà retrouvés à chanter ensemble pour la célèbre série Ally McBeal. Dans une scène, ils interprètent le tube planétaire Every Breath You Take, mais on ne parle là que d'une scène. Derrière, les deux artistes vont rester amis et en 2004, les choses sérieuses commencent à arriver pour l'acteur d'Iron Man. Alors je vais être honnête, avant de tourner cette vidéo et de faire mes recherches, je ne savais pas que Robert Downey Jr. avait enregistré un album. Ça s'appelle The Futurist et en vrai en une seule écoute j'ai compris que j'allais pas vraiment aimer. Alors après, c'est mon avis, hein, vous avez peut-être aimé, et peut-être que vous allez écouter tout l'album, moi je l'ai pas fait, mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire encore une fois. Alors après, si moi j'ai pas aimé, on est beaucoup quand même à pas avoir aimé, en tout cas, l'album va faire un flop total, il y aura que 16 000 ventes, c'est peut-être parce qu'il est passé à la trappe et que personne ne l'a vraiment vu, mais bon, les stats sont les stats. Mais donc, Tony Stark a bel et bien eu une carrière musicale et au fur et à mesure, son amitié avec Sting s'est renforcée, ce qui nous a donné cette magnifique séquence en 2014. Allez, on va finir avec un dernier acteur qui va vous étonner aussi par ses capacités de chanteur. Un acteur qui, tout comme Robert Downey Jr., n'aurait pour moi jamais sorti un album, je parle de Bruce Willis. Écoutez bien, Bruce Willis a sorti autant d'albums de musique que Stromae, voilà. L'acteur a sorti en 1987 The Return of Bruno, en 1989 If It Don't Kill You, It Just Make You Stronger, et en 2011, il sortira une compilation de ses chansons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 2 albums studio et une réédition pour l'un des plus gros acteurs de la génération Hollywood des 30 voire 40 dernières années. The American Music Awards has always prided itself on presenting up-and-coming musical stars. Well, have we got one for you tonight? It's a group everybody's talking about. Ladies and gentlemen, Bruno and the Heaters! Et vous savez quoi? C'est vraiment cool. Avec ce mélange de rock et de blues, eh bien ça sonne super bien et on oublierait presque que c'est l'acteur des Die Hard qui est derrière le micro. Et attention, comme pour Robert Downey Jr., ce n'est pas que mon simple avis. Car le premier album va être certifié disque d'or et le titre Respect Yourself va être un carton.
Donc là, on est dans un univers où Bruce Willis a été disque d'or. C'est dingue. Son succès est tel qu'il va se produire sur scène avec de grands groupes comme The Temptations. On parle là d'un groupe mythique des années 60-70 et ils vont clairement collaborer avec l'acteur américain puisqu'ils seront présents sur l'album The Return of Bruno. Je ne sais pas si vous connaissiez cette anecdote ou si même vous vous en rappeliez, mais moi je trouve que c'est formidable et ça montre encore une fois que Bruce Willis était un vrai artiste et non pas juste un vulgaire acteur. En voyant cela, on ne peut être que triste quant à sa fin de carrière. Car si Bruce Willis n'est plus à l'affiche des grands films hollywoodiens, c'est parce qu'il a pris sa retraite à cause d'une maladie, il est atteint de démence frontotemporale. Cette maladie, elle ressemble un peu à Alzheimer et elle peut provoquer des troubles de la mémoire, du langage et même altérer le comportement du malade. Et cette nouvelle, elle avait clairement ému toute l'Amérique et même pas que l'Amérique, elle avait ému le monde entier. It's called the cruelest disease you never heard of, but now that Bruce Willis has gone public with his diagnosis of frontotemporal dementia. Et forcément, si cette histoire vous intéresse, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires parce que je peux faire une vidéo spéciale sur l'histoire et la vie de Bruce Willis. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo et j'avais vraiment envie de la faire parce que je trouve ça génial quand deux univers se rencontrent ou quand un acteur révèle un talent caché qu'on n'aurait jamais deviné. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide. Vous pouvez mettre en commentaire aussi si vous avez des questions ou si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous le dites. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche parce que ça m'aide pour la suite. Sur ce, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt.